Salut à tous et bienvenue dans le Vertical Podcast. Aujourd'hui, flash numéro 12, je réponds à vos questions. Donc pour ceux qui me suivent toujours pas sur Instagram, allez me suivre sur Instagram parce que là du coup c'était une réponse aux questions à une story que j'avais mis en fait tout simplement pour vous annoncer du coup que je tournais le flash numéro 12 et que j'allais répondre à vos questions. Vous avez été nombreux à me poser des questions et j'ai aussi fouillé un peu les commentaires YouTube pour retrouver 2-3 commentaires qui étaient hyper pertinents et du coup je vais répondre à tout ça. Dans un premier temps, je vais faire un petit sommaire comme ça vous pourrez directement skip via les timecodes au moment qui vous intéresse tout simplement. Donc dans un premier temps, je vais parler de block lift versus les suspensions sur la poutre. Qu'est-ce qui est le plus intéressant entre le block lift et les suspensions sur la poutre? Voilà, je vais un peu démystifier tout ça. Ensuite, je vais répondre à la question est-ce qu'avoir une différence de force entre son 3 doigts tendu et son semi-arqué, est-ce que c'est dangereux tout simplement? Voilà, est-ce qu'avoir un déficit de force en tendu ou en semi-arqué, lequel est le plus important que l'autre, comment évaluer ses ratios de force, etc. Ensuite, je vais répondre à la question de comment choisir son coach. On m'a posé cette question qui était plutôt intéressante et toute la partie un peu légitimité, etc. Donc je vais vraiment rentrer dans les détails pour vous expliquer ce que moi j'estime être des critères importants. Ensuite, je vais donner mon avis sur les protocoles de no-hang quotidien, donc notamment le protocole de Emil Abramson. Voilà, vous l'avez tous vu passer la vidéo, ça fait passer ce truc-là pour un truc miracle qui va résoudre toutes vos douleurs de doigts, etc. C'est pas totalement faux, c'est pas totalement vrai, voilà, je vais un peu démystifier tout ça aussi. Ensuite, je vais répondre à la question, la différence d'approche de l'entraînement entre l'entraînement en falaise et l'entraînement en bloc, que ce soit du bloc XT ou du bloc en salle, versus falaise, etc. Enfin, en fait, qu'est-ce qui se différencie en soi dans ces deux approches de l'entraînement, voire ces trois approches, parce que le bloc en salle est devenu tellement différent du bloc XT. Enfin voilà, après ça dépend de votre salle, de si vous grimpez sur les ouvreurs sur compète, etc. Enfin bref, je vais rentrer dans les détails dans cette question-là. Ensuite, une question du coup qui m'a été posée il y a un moment dans les commentaires YouTube et j'avais toujours pas répondu en fait. Ça va être les gains de force versus les gains de rési, en fait un peu le ratio qu'il faut avoir entre la force, la rési, etc. Est-ce que faire de la force ça limite les gains de rési? Est-ce que faire de la rési ça limite les gains de force? Est-ce que faire les deux en même temps c'est bien? Comment gérer un peu cet équilibre-là? Et voilà, en fait ça fait déjà un super bon sommaire. J'en profite aussi pour vous remercier d'être toujours plus nombreuses et nombreux à me faire des retours, à me demander les routines sur Instagram. N'hésitez pas en message, vous m'envoyez mobilité, étirement, routine doigt, tout ça, voilà, je vous envoie toutes les ressources. C'est gratuit, ça me fait plaisir. Et si ça vous aide à progresser, et j'en suis convaincu, sinon je ferai pas ces podcasts et je ferai pas toutes ces routines, etc. C'est toujours le top. Ensuite, n'hésitez pas à laisser un petit avis 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify, etc. Et puis on est parti, tout simplement. Première question, du coup, c'est la question de Julia. Donc la question c'était block lift / no-hang versus les suspensions sur la poutre, qu'est-ce qui est le mieux, quoi faire quand, etc. Donc dans un premier temps, mon avis sur la question il va être assez tranché. L'idée ça va être que si vous avez accès aux deux méthodes, donc le no-hang / le block lift, voilà, vous l'appelez comme vous voulez. Donc pour ceux qui ont du mal à se le représenter, c'est quand vous avez des poids et un petit bloc en bois et vous soulevez les poids du sol à un bras. Je mettrai peut-être des vidéos à l'écran pour illustrer. Et la poutre, c'est la poutre classique, hein, la Beastmaker, voilà, faire des suspensions sur la poutre de manière très classique. Je pense que la poutre est supérieure dans 90% des cas. Pourquoi? Et après j'expliquerai éventuellement les 10% des cas où je trouve que le block lift est supérieur. Donc si vous avez accès aux deux, la poutre est supérieure parce que c'est plus stable. Qui dit plus de stabilité dit plus gros potentiel pour charger, que ce soit en termes de kilos de lest que vous allez rajouter, vous n'aurez pas de facteur limitant de gainage, de friction, etc. Enfin voilà, ça va dépendre de tous ces facteurs là, mais en gros moins vous avez de facteurs limitants, la stabilité étant un facteur limitant, plus vous allez pouvoir charger. Si vous chargez plus lourd, vos structures, donc vos tendons, vos ligaments, vos muscles, etc. vont mieux s'adapter, et donc vous allez faire plus de gains de force, tout simplement. Après, est-ce que ça veut dire que le block lift, c'est pas bien comme méthode pour développer sa force? Pas du tout, parce que dans le cas où vous n'avez pas accès à une poutre, le block lift, ça va être excellent pour en fait substituer la poutre, tout simplement, parce que en fonction du setup que vous allez avoir, ça reste quand même assez stable. Ça dépend aussi si vous mettez votre bloc en position in-cut ou pas, enfin voilà, après pour vraiment rentrer dans les détails, je vous invite à réserver un appel gratuit avec moi via le lien Calendly qui est dans ma bio Instagram et je vous détaillerai tout ça
pour votre cas particulier, on va dire. Voilà, là l'idée en fait c'est de dire que le block lift ça reste une super bonne méthode de développement de la force si vous n'avez pas accès à une poutre de manière récurrente, et souvent du coup ça va être quand vous êtes en déplacement. Je trouve aussi que le block lift c'est vraiment bien pour s'échauffer parce que du coup il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel, donc quand vous allez en extérieur, si vous avez un block lift style un tension block et un capteur de force, vous pouvez faire votre échauffement avec très peu de matériel en fait, tout simplement vous sanglez votre block lift à un arbre ou un truc et vous tirez dessus et vous allez avoir la force tout simplement, donc voilà. Mais vraiment pour faire des gains de force sur le long terme on va dire, je trouve que la poutre reste quand même supérieure. Après les 10% des cas où je trouve que le block lift va être supérieur à la poutre, c'est si vous avez des asymétries. Quand je dis des asymétries, ça veut dire par exemple, imaginons que vous ayez le bras droit beaucoup plus fort que le bras gauche. C'est quoi beaucoup plus fort? C'est plus que 10%. Donc si votre force max à droite c'est 50 kg et que votre force max à gauche c'est 45 kg, là vous avez un gros déficit de force, parce que ça fait à peu près 10%. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'on estime les ratios de force. Donc si vous avez une vraie asymétrie musculaire entre votre droite et votre gauche de plus de 10%, le block lift ça peut être vraiment bien pour rattraper ça. Et aussi là où le block lift va être intéressant, c'est en rééducation, en retour de blessure, en échauffement, enfin voilà, parce que vous pouvez vraiment moduler la charge à 500 grammes près en fait. Et aussi pour apprendre à utiliser les préhensions, par exemple si vous n'êtes pas familier avec les préhensions trottoir tendu, semi-arqué, etc., j'y reviendrai un peu aussi après, ça peut être bien pour apprendre les préhensions de manière très contrôlée, etc. Mais voilà, pour répondre rapidement à la question, si vous avez accès aux deux méthodes, donc block lift et poutre, la poutre c'est supérieur dans 90% des cas, si on oublie cette histoire d'asymétrie musculaire, etc. Et après, sinon, le block lift, c'est super intéressant pour s'échauffer, pour la rééducation, etc. Ensuite, j'ai la question de Mathieu, alors qui me demande si la différence de force en 3 tendu versus semi-arqué, si c'est important, si c'est dangereux, etc. Alors, c'est pas vraiment dangereux en soi d'avoir un déficit en 3 tendu comparé au semi-arqué. Là où en fait ça va devenir dangereux, c'est si vous grimpez tout le temps avec une seule préhension. Par exemple, si dans votre grimpe, vous savez que vous êtes fort que quand vous arquez avec le pouce, et que vous grimpez tout le temps en arqué-pouce, ça pose un problème en fait parce que vous allez abîmer tout le temps les mêmes structures. Et on sait statistiquement que, alors j'ai pas les chiffres exacts, faudrait que je les retrouve, mais que va y avoir à peu près une blessure toutes les 1000 heures de pratique sur quelque chose en particulier. Donc si vous arquez pendant 1000 heures, vous allez forcément vous blesser à la millième heure. Alors voilà, c'est des statistiques, il faut prendre ça avec des pincettes, mais l'idée elle est là et c'est à peu près ce qui se passe dans la réalité, c'est que si vous surutilisez trop une structure, que ce soit musculaire, tendineuse, etc., au bout d'un moment elle va finir par lâcher tout simplement, donc vous allez vous blesser. Par contre, si vous faites 800 heures en semi-arqué, 800 heures en arqué-pouce, 800 heures en semi-arqué, 800 heures en trottoir tendu, enfin voilà, que vous variez les préhensions, en fait vous allez beaucoup moins vous blesser en termes de fréquence de blessure, et donc en fait c'est là que c'est intéressant. Et pourquoi souvent, même dans mes coachings, je dis que c'est important de pas trop avoir de déficit entre le trottoir tendu et le semi-arqué, c'est parce qu'en fait si vous avez un déficit de force qui est supérieur à 15%, en fait vous allez avoir tendance à utiliser tout le temps la même préhension sur le mur, et en fait c'est pour ça que c'est dangereux. Donc en soi, c'est pas dangereux, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir vos poulies qui vont se désintégrer si vous avez 30% de déficit en force et que vous allez grimper, mais en fait ça devient dangereux sur le long terme si vous renforcez pas cette préhension et que vous grimpez tout le temps avec la même préhension sur le mur, que ce soit du semi-arqué, de l'arqué, enfin voilà. Après l'inverse c'est un peu moins vrai parce que si vous grimpez tout le temps en tendu, ça a tendance à moins solliciter les poulies, etc. Donc ça reste plus safe de grimper tout le temps en tendu que tout le temps en arqué-pouce. Mais voilà, en fait c'est pas dangereux en soi, ce qui est dangereux ça va être la fréquence, la récurrence, etc. Et donc si vous avez un déficit de force qui est supérieur à 15%, entre vos préhensions, que ce soit entre l'arqué et le semi-arqué, entre le semi-arqué et le 3 tendu, là vous pouvez considérer que vous avez un gros déficit, et ça peut être intéressant par exemple de placer des entraînements avec du block lift par exemple, pour comparer votre force et travailler ça vraiment de manière très progressive. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à la question. Ensuite, j'ai la question de Climbful qui me demande comment choisir son coach privé en escalade et comment vérifier sa légitimité. Alors ça, c'est un sujet qui est hyper complexe parce que, on va dire, il y a un conflit d'intérêts parce que moi-même je suis coach, mais moi je vais plutôt réfléchir là comme un potentiel client où je me dis voilà, si jamais moi je devais choisir un coach, qu'est-ce que je vais aller regarder chez ce coach-là en fait en termes de légitimité, etc. Qu'est-ce qui va me faire pencher pour un coach plutôt qu'un autre? Déjà, la première chose selon moi, c'est l'énergie qui s'en dégage, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui paraissent plus sérieux que d'autres. Et ça, pour le coup, c'est purement subjectif et il faut faire confiance à votre instinct. Donc, si la personne vous paraît sérieuse, souvent c'est qu'elle l'est et c'est qu'il va y avoir une sorte de feeling. Et comme le coaching, ça reste de la relation humaine, il faut que vous ayez une sorte de feeling et que vous vous dites cette personne-là, je lui fais confiance, elle me paraît carrée, ce qu'elle fait, ça a l'air bien.
allez, je lui fais confiance, let's go. Et rien qu'au feeling, tu peux faire déjà la différence entre un coach avec qui tu aimerais travailler et un coach avec qui tu n'aimerais pas travailler. Après, outre ce feeling, il va y avoir la question des diplômes. Alors moi personnellement, je suis pas fan de discriminer les coachs en fonction des diplômes parce que je trouve qu'il y a tellement d'autres critères qui sont plus importants. Mais voilà, assurez-vous quand même que votre coach il a un diplôme pour coacher, que ce soit une licence TAPS, un BPGEPS, un DE escalade. Voilà, enfin moi du coup personnellement j'ai un master TAPS, mais voilà. Avoir un diplôme, en tout cas en France, légalement parlant, c'est important. Après, dans les faits, il y a des gens qui sortent de licence TAPS qui sont pas du tout qualifiés pour coacher, et inversement, des gens qui n'ont pas du tout de diplôme qui sont hyper compétents en tant que coach. Donc ça va pas être du tout le seul critère. Et selon moi, le dernier critère, ça va être les résultats clients. Combien de coachs sur Instagram postent régulièrement leurs résultats clients et pas des résultats incroyables. C'est-à-dire que par exemple, il y a beaucoup de coachs qui ont 2-3 athlètes qui sont déjà super forts, qui vont tout le temps mettre ces athlètes-là en avant. Mais combien de coachs affichent les résultats, on va dire, des clients moyens. Alors je dis pas moyen en termes de niveau, mais la moyenne de tous leurs clients. Il y en a pas beaucoup qui le font. Je pense que je suis un des rares à le faire, à poster des résultats en story, à montrer un peu les résultats des tests physiques. Je pense que ça arrivera dans le futur. Je ferai aussi des études de cas clients, donc petite visio avec la personne que j'ai coachée, dire voilà concrètement qu'est-ce qu'on a mis en place pour l'aider à progresser, etc. Donc voilà, vraiment les résultats clients. Et après du coup c'est un peu ce que je disais dans le podcast avec François, c'est vraiment souvent c'est le niveau de votre coach, parce que souvent si votre coach a un certain niveau, c'est qu'il a déjà il est déjà passé par toutes les problématiques que vous allez rencontrer à un niveau inférieur. Donc par exemple si je prends mon cas perso, je grimpe on va dire dans le niveau max 7C/+, en bloc je parle, ça veut dire que si vous êtes à un niveau supérieur de ça, peut-être que les conseils que je vais vous donner seront pas hyper pertinents. Après ça veut pas tout dire non plus, parce que la théorie qui est derrière, les systèmes et tout, ils sont assez solides, donc je pense que jusqu'à un certain niveau c'est hyper parlant. Mais par contre ouais, c'est clair que là si demain il y a un grimpeur de 8C qui vient me voir et qui me dit je veux faire 8C plus bloc, je pense que je serai pas le plus compétent pour l'aider à passer ce palier là. Après un grimpeur de 7A qui vient me voir et qui me dit voilà dans 2 ans je veux grimper du 7C bloc, en fait je suis passé exactement par le même processus, je sais exactement ce que j'ai mis en place, j'ai tout documenté, j'ai tout référencé, donc en fait je sais concrètement qu'est-ce qu'il faut, combien de temps ça va prendre, sur quoi il va falloir travailler, etc. Donc ouais, l'expérience c'est hyper important. Donc si je fais un petit résumé de comment bien choisir son coach, numéro 1 le feeling, numéro 2 les résultats clients, et après, numéro 3, c'est un peu la légitimité que vous lui accordez par rapport à son niveau, par rapport aux résultats qu'il peut avoir, etc. Enfin voilà, après ça, c'est purement subjectif. Mais vraiment, regardez les résultats clients parce que c'est vraiment la chose la plus importante. Donc du coup, je vais passer à la question suivante. Alors, c'est la question de Ouais, qui me demande du coup qu'est-ce que je pense des protocoles de no-hang quotidiens. Donc dans ces protocoles-là, je pense que vous l'aurez tous reconnu. Il veut parler du protocole de Emil Abramson, qui consiste à faire des suspensions pieds au sol tous les jours, même des fois 2 fois par jour, etc. Alors en fait ça c'est super intéressant, mais ça revient avec ce qu'on disait avec Baptiste et Clément dans le podcast précédent sur la gestion des blessures, etc. Si vous êtes arrivé dans une situation où vous êtes blessé, c'est forcément que vous avez fait une erreur sur la gestion de votre charge d'entraînement au global. Et en fait, rajouter des suspensions pieds au sol par-dessus tout ça, sans changer la cause de ce qui a causé le problème, on va dire, donc vraiment votre charge d'entraînement, la manière dont vous grimpez, éventuellement les routines que vous aviez déjà en place, etc. En fait, en rajouter par-dessus, souvent, c'est pas une bonne solution. Et ça peut en fait entretenir l'inflammation, etc. Donc je dirais dans un premier temps, avant de mettre en place des routines de no-hang quotidiennes comme ça, posez-vous la question de pourquoi vous voulez mettre en place ces routines-là. Si ces routines-là, vous les mettez en place pour guérir d'une blessure, en fait, si vous ne changez pas tout le reste avant, c'est-à-dire votre charge d'entraînement sur la grimpe, donc le temps que vous passez à grimper, l'intensité à laquelle vous grimpez, comment vous vous échauffez avant de grimper, est-ce que vous vous étirez, est-ce que vous dormez bien, est-ce que vous mangez bien, voilà, tous ces facteurs-là, en fait, juste rajouter du no-hang en plus, ça va absolument rien changer. Après, est-ce que ces protocoles, ils sont bien en soi? Je pense que oui, dans la mesure où vous mettez en place les bonnes choses, c'est-à-dire que si vous commencez à réduire un peu votre volume de grimpe, réduire un peu éventuellement l'intensité, que vous commencez à bien dormir, à mieux manger, à mieux vous hydrater, que vous mettez en place un bon échauffement et que avant d'aller grimper, vous faites ce protocole de no-hang par exemple, ça va être super intéressant pour réhabituer les structures en remettant de la charge très progressivement. Mais en fait, du coup, le no-hang sur poutre, je trouve ça pas terrible dans le sens où si vous avez accès à du block lift, c'est mieux parce que vous pouvez charger au kilo près et vous savez exactement quelle charge vous mettez. Ou sinon, il faut le faire sur une poutre connectée avec des capteurs de force comme la Smartboard par exemple. Mais en soi, ces protocoles-là, ils sont bien. C'est juste que c'est pas ça qui va changer tous vos problèmes. Si vous vous êtes blessé et que vous vous dites ok,
ok, je suis blessé, je vais juste changer ce protocole-là, mais que vous continuez à grimper en mettant 3 tonnes de strap, ça va absolument rien changer. Donc c'était hyper important que je fasse cette précision parce qu'on est tous un peu à la recherche, comme on dit, du shiny object, de l'objet brillant, où en fait on se dit waouh, la solution à tous mes problèmes c'est ce protocole de Noeng ou de suspension pied au sol. Mais en fait la vérité c'est que c'est pas vrai parce que si vous changez pas tout le reste, y a rien qui va changer en fait et vous allez reproduire ce même pattern qui vous a amené à la blessure tout simplement. Ensuite, j'ai la question de Pierrot qui me demande l'approche pour l'entraînement pour la falaise / la difficulté. Donc, en fait, ça va être, j'ai déjà répondu du coup en off à Pierrot très rapidement, mais ça va être en fait la même logique que l'entraînement pour le bloc en fait. C'est la même logique, c'est-à-dire que vous allez faire des cycles, vous allez gérer votre charge d'entraînement, etc. C'est juste qu'en fait votre pratique du sport en soi, au lieu que ce soit des séances de bloc en salle, ça va être des séances de falaise. Donc en fait, à part ça, c'est la seule grosse différence. Et après, l'autre différence, selon moi, ça va être l'agencement des cycles. Parce que du coup, si vous êtes falaisiste, vous n'allez pas forcément avoir besoin d'un cycle d'explosivité ou de puissance, mais plus d'un cycle de rési ou d'endurance. Donc voilà, c'est juste ces petites modifications-là en fait qu'il faut mettre en place. Mais après, c'est toujours pareil. Si vous vous entraînez sur des blocs en salle, ça va très peu se transférer à la falaise si vous n'allez jamais grimper en falaise. Et inversement, si vous grimpez tout le temps en falaise, ça va pas se transférer sur des blocs dynamiques en salle, sur des grosses coordinations, des triples pif-paf. Enfin voilà, il y a un degré de transfert jusqu'à un certain niveau, mais en fait ça devient tellement spécifique et tellement mouvement dépendant que en fait le facteur numéro 1 c'est la pratique de l'escalade. Donc combien de fois tu vas grimper par semaine en falaise, combien de fois tu vas grimper par semaine en salle, etc. Donc ça doit être vraiment la priorité, c'est-à-dire que si tu n'as que 3 séances par semaine de 2 heures, sur ces 6 heures d'entraînement, il faut que tu grimpes au moins 4 heures. Si tu fais pas au moins 4 heures de grimpe sur ces 6 heures d'entraînement, du coup c'est que tu passes à côté de tout le développement des qualités gestuelles, on va dire, et donc c'est pas la meilleure des stratégies. Et après dans les 2 heures qui restent, tu peux mettre tout ce qui est un peu travail de la mobilité, travail de la souplesse, travail de la préparation physique, de la force, de la rési, de la puissance, etc. Et du coup pour l'agencement des cycles, pour la diff, je préconiserais plutôt du coup de faire un cycle de capacité / d'endurance. Ensuite, si vous avez besoin de force pour passer au niveau supérieur en termes de cotation, parce que en fait c'est très corrélé à votre niveau de bloc. Souvent ce qu'on dit c'est que si vous grimpez dans une certaine cotation en bloc, par exemple vous grimpez du 7 à bloc, vous rajoutez un chiffre et c'est votre cotation max en falaise. Donc si vous grimpez du 7 à bloc, vous pouvez pas prétendre à grimper plus que 8A en termes de cotation sur de la difficulté, même si vous avez une résistance de fou furieux. Donc en fait à partir du moment où vous êtes capé par votre niveau de bloc, dans les crux en fait notamment, si vous voulez passer à la cotation supérieure, il va falloir augmenter votre force, donc cycle de capacité, cycle de force, et après cycle de résistance. Et du coup ça me permet de faire la transition avec la question de Victor. La question de Victor qui me demande du coup si les gains de force vont être limités par l'entraînement en rési. Et du coup, pour préciser un peu sa question, c'est dans l'éventualité où on s'entraînerait en force et en rési dans le même cycle, est-ce que garder un excellent de rési toute l'année sur le long terme, c'est possible? Donc cette question, elle est assez dense. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je m'améliore vachement au niveau des transitions. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire et tout, si vous trouvez que la qualité des épisodes augmente d'épisode en épisode. N'hésitez pas aussi à me poser vos questions en commentaire, à partager cet épisode à des amis grimpeurs. Voilà, c'est toujours intéressant de partager le podcast pour faire progresser le plus grand nombre de personnes possible. Donc pour revenir à la question de Victor, donc oui, les gains de force vont être limités par un entraînement en rési. Après, ça dépend le niveau de pratique. Je pense que pour un débutant, c'est possible d'entraîner les deux en même temps, et on le voit très bien avec l'étude avec le protocole F80, où en fait le fait de juste faire de la rési, donc des séries à 80% du max, ça permet de gagner en force à peu près 10% en 12 semaines. Par contre, pour un grimpeur expérimenté, donc quand je dis expérimenté, ça va être, on va dire 7B bloc à peu près, à partir de 7B, 7B plus bloc, ça dépend, enfin voilà, ça va dépendre de plein de facteurs, mais pour la plupart des gens, on va dire, ça va être ce palier-là. À partir de ce niveau-là, qu'on considère un peu comme avancé, ça va être très compliqué de progresser sur deux qualités en même temps dans un même cycle. Et là, du coup, c'est là que toute la logique de la préparation physique, elle intervient avec ce concept de cycler l'entraînement. Et donc, du coup, moi, ce que je recommande, c'est de faire d'abord un cycle de force, avec éventuellement quelques petits rappels de rési, pour conserver quand même un niveau correct, et après, un cycle de rési, avec éventuellement un petit rappel de force. Donc voilà, ça va être vraiment ces séances de rappel, je pense qu'ils vont faire une très très grosse différence, arriver à un certain niveau. Et
un exemple de séance de rappel hyper simple pour de la résie. Du coup, tu peux prendre par exemple 70% de ton max en suspension à deux bras, parce que 80% arrivé à un certain niveau de force, ça fait beaucoup de lest, ça devient très contraignant, etc. Mais voilà, tu te prends par exemple entre 60 et 70% de ton max en suspension sur 20 mm, et tu te dis, ok, je fais le protocole 10-6, donc l'équivalent du protocole F80, mais là du coup ce sera plus du F60 ou du F70, mais comme tu as un niveau de force qui est plus élevé que les pratiquants moyens de l'étude, du coup ça équivaut à... Enfin, ton F60 est supérieur à leur F80, on va dire. Donc je pense que les gains seront hyper révélateurs. Et du coup, tu peux faire par exemple une série unique pour faire un rappel de résie. Donc série de 12 reps à l'échec. Et si jamais tu es à l'échec, tu tires avec les pieds au sol. Une fois par semaine, ça va suffire pour maintenir un bon niveau de résie. Après, est-ce que ce niveau de résie là, il est maintenable toute l'année? J'aurais tendance à dire que passer 3-4 semaines d'affilée, le niveau de résie a quand même tendance à baisser, même si on fait des rappels. Donc ce qui va être intéressant, ça va être de programmer en fait ces périodes de performance en fonction de ces périodes creuses et hautes en fait. C'est-à-dire que par exemple, si tu fais un cycle de force de 3 semaines, une semaine de deload, donc une semaine de décharge, puis un cycle de résie de 3 semaines, puis une semaine de deload, tu sais que pendant 4 semaines juste après, si tu fais juste une petite séance de rappel de force plus une petite séance de rappel de résie, d'ailleurs c'est peut-être possible de faire les deux dans la même séance, tu sais que tu vas plus ou moins conserver ce niveau-là pendant à peu près 4 semaines. Donc du coup, si tu fais un trip ou une période de performance pendant ces 4 semaines-là, ça peut être hyper pertinent. Voilà, ça conclut un peu la réponse aux questions. Alors c'était assez dense et pour le coup, je vois pas le timer, mais je pense que ça a duré moins de 30 minutes. Et je vais faire un truc que j'ai pas trop l'habitude de faire, c'est faire une sorte de résumé. Donc là, je vais vraiment reprendre du coup question par question et je vais faire une réponse hyper synthétique en une ou deux phrases. Donc je reprends du coup la question de Julia qui était sur le block lift et le no-hang contre les suspensions sur la poutre. Donc la poutre c'est supérieur dans 90% des cas parce que vous allez pouvoir mettre plus de force dessus parce que c'est plus stable, et les seuls cas où c'est intéressant du coup de faire du block lift, ça va être si vous avez une asymétrie musculaire, donc un déficit de force entre la droite et la gauche, si vous êtes en rééducation et que vous devez charger très progressivement, ou en échauffement. Voilà, en gros pour répondre simplement. Ensuite, on avait la question de Mathieu sur la différence de force entre trop d'attendus, semi-arqués, etc. Enfin voilà, les différences de force entre les différentes préhensions. Est-ce que c'était dangereux? Alors en soi, c'est pas dangereux, mais sur le long terme, si tu renforces pas ces autres préhensions qui sont tes points faibles, ça peut devenir dangereux en termes de risque de blessure. Voilà. Ensuite, on avait la question de Climbful sur comment bien choisir son coach privé en escalade, comment vérifier sa légitimité. Donc du coup, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ça va vraiment dépendre déjà de ton feeling, éventuellement un peu ses diplômes, son expérience et ses résultats clients. Voilà, pour moi c'est vraiment ça qui définit le choix d'un coach. Ensuite on a eu la question de Wei qui me demandait du coup si les protocoles de no-hang quotidiens comme le protocole de Emil Abramson, etc. c'était bien. Je pense que c'est bien, mais ça va pas résoudre tous vos problèmes si vous changez pas toute la structure en amont, si jamais vous êtes arrivé jusqu'à la blessure avec ces habitudes là. Donc c'est des protocoles qui marchent, s'ils sont bien faits, s'ils sont utilisés intelligemment, mais si vous ne changez pas les fondations, vous allez aboutir au même résultat, c'est-à-dire vous allez vous reblesser tout simplement. Ensuite, on avait la question de Pierrot qui me demandait du coup mon approche de l'entraînement pour la falaise, pour la diff. Du coup, ça va être exactement la même logique que pour le bloc en termes de ratio, grimpe, renfo, etc. Et c'est juste un peu éventuellement l'ordre des cycles qui va changer un peu et en fait le contenu de tes séances de grimpe. Donc le contenu des séances de grimpe, ça va être d'aller grimper en falaise tout simplement ou de faire de la diff en salle si jamais la falaise n'est pas accessible. Et après au niveau des cycles, du coup ce serait de faire un cycle d'endurance ou de capacité ou de force critique, vous l'appelez un peu comme vous voulez. Ensuite, si vous êtes limité en force pour le niveau auquel vous voulez prétendre, vous faites un cycle de force et après du coup un cycle de résie et vous pouvez un peu cycler ça de cette manière-là et de temps en temps faire un petit cycle d'explosivité, ça peut être intéressant. Enfin d'explosivité ou de puissance, c'est pareil. Et ensuite, du coup, pour finir, on avait la question de Victor sur est-ce que les gains de force vont être limités quand on fait un entraînement de résie, quel ratio force-résie, etc. Alors oui, faire de la résie, ça limite les gains de force quand on est un pratiquant expérimenté, ou faire de la force, ça limite les gains en résie. Par contre, si vous êtes un pratiquant plutôt débutant, les deux vont marcher en même temps, c'est-à-dire que vous allez faire, si vous faites le protocole F80, vous allez progresser en force et en résie en même temps. Et après, du coup, le ratio force-résie à respecter, c'est un peu ce que je disais, c'est que si vous êtes en cycle de force, vous faites 2 séances de force par semaine, une séance de résie ou rappel de résie. Et si vous êtes en cycle de résie, vous faites 2 séances de résie, une séance de force ou de rappel de force. Et du coup, tu peux cycler ça un peu de manière à faire 3 semaines de force, une semaine off, 3 semaines de résie, une semaine off, 4 semaines de perf,
et tu peux recycler un peu de cette manière-là. Donc voilà, c'est tout pour ce podcast Flash numéro 12. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, du coup, si vous avez d'autres questions en commentaire, en DM sur Insta. Aussi, n'hésitez pas à réserver un créneau d'appel via le lien qui est dans ma bio Instagram, donc sur le Calendly. Dans cet appel, en fait, il est totalement gratuit et en fait, on peut faire le bilan beaucoup plus en profondeur sur votre profil, vos objectifs, vos facteurs limitants, que je vous donne des conseils beaucoup plus concrets. Donc voilà, surtout, vous n'hésitez pas. Et ensuite, c'est toujours pareil, pouce bleu, partage, abonnement, etc. Ça me soutient énormément. Et pour celles et ceux qui m'ont toujours pas envoyé les mots-clés mobilité, étirement, routine Doha, etc., ça se passe sur Instagram. Vous m'envoyez ça en message privé, je vous envoie les routines et comme ça, vous pouvez avoir accès à tout ce contenu. Encore merci à vous pour votre écoute et on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode.